Dans les studios du Figaro, bienvenue dans Point de vue. On va revenir largement sur l'événement politique de la semaine, la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Quelle est sa cote d'avenir? On va examiner ça avec Laure Salvin de chez Verian. Et puis, quelles sont les conséquences pour la droite et sa reconstruction? On en débat avec William T. de la Fondation du Millénaire. On parlera aussi de l'Algérie. L'élection présidentielle qui se tient ce week-end est-elle qu'une formalité? L'ancien ambassadeur à Alger, Xavier Driancourt, nous donnera sa réponse, son éclairage, ses infos et son point de vue. C'est un plaisir de retrouver Laure Salvin. Bonjour Vincent. Et de retrouver Verian, partenaire historique du Figaro Magazine pour le baromètre mensuel. Mais je me trompe ou vous avez chassé Michel Barnier de votre baromètre? Alors vous avez raison, vous avez l'œil. Effectivement, en janvier 2024, donc il y a quelques mois, on s'est posé la question de savoir si effectivement on devait le garder dans le baromètre ou pas. Et en discutant avec vos amis du Figaro Magazine, on s'est dit qu'effectivement, a priori, il n'avait plus de rôle à jouer en France. Vous savez que c'est une cote d'avenir, notre cote de popularité. Et donc, en effet, nous l'avons enlevé. Donc, c'est vrai qu'on va faire attention maintenant. Chaque fois qu'on aura un retrait dans le baromètre Figaro Magazine, peut-être que ça signifie quelque chose pour l'avenir, justement. Alors, c'est très, très intéressant. Je vous ai posé cette question, non pas pour vous embêter, mais parce que je trouve que c'est une leçon politique. D'abord, première leçon, n'est-ce pas le rappel que 2 mots sont interdits en politique? C'est toujours et jamais. Absolument. Fin aussi, on pourrait l'ajouter. La fin n'existe pas finalement. On est toujours là. Sauf dans le cercueil. Deuxième leçon politique, précisément, n'a-t-on pas une réponse à travers justement ce fait et n'a-t-on pas un éclairage sur cette nomination? En clair, est-ce parce qu'il n'y a plus d'avenir pour Michel Barnier que Emmanuel Macron a pu le nommer et que les autres partis politiques, à part la gauche bien évidemment, ont pu l'accepter? C'est une des raisons effectivement qui explique cette nomination. On sait très bien que Emmanuel Macron ne supporte pas que la lumière soit prise. La compétition, que la lumière soit prise. Et effectivement, là, avec Michel Barnier, il ne craint rien a priori. Mais ceci dit, encore une fois, on ne peut plus dire, en tout cas jamais, mais a priori, il n'a pas d'ambition présidentielle. Et c'est vrai que c'est un homme plutôt quand même assez consensuel, c'est un homme du compromis. Et c'est la deuxième raison, certainement, pour laquelle il a été nominé. C'est-à-dire qu'il a montré, effectivement, à quel point il était expert dans l'art de négocier, notamment l'art de négocier le Brexit. Je me permets de vous reprendre, Laure. Vous dites qu'il a été nominé. À l'inverse, il a été très peu nominé et il a été nommé, à l'inverse de Cazeneuve et de Bertrand, qui ont été, eux, il a été nominés. Je suis encore dans les JO, moi, vous voyez. Donc, non, mais tout à fait. Non, mais là aussi, c'est intéressant parce que, finalement, l'un des points intéressants de cette séquence, c'est que c'était assez facile. Une question qu'on se posait, surtout quand on connaît la psychologie d'Emmanuel Macron, qui veut rester le maître des horloges, adepte du coup de théâtre, et qu'on puisse penser à un moment que les gens qui étaient longtemps nominés puissent finir par être nommés. Exactement. Et c'est vrai que pour Bernard Cazeneuve, ça a été très dur, je pense, toute cette séquence. Là, c'est à la limite quand même de l'humiliation. Alors, ceci dit, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que dans notre baromètre, Bernard Cazeneuve est remonté dans l'opinion parce qu'effectivement, on considérait qu'il pouvait avoir un avenir. Et puis, de la même façon, c'est un personnage qui pouvait convenir autant au centre droit qu'au centre gauche. Donc c'était quelqu'un de pas trop clivant, contrairement quand même, par exemple, à Lucie Castet ou Xavier Bertrand, qui était beaucoup plus clivant dans l'opinion. J'allais vous poser la question sur Xavier Bertrand, précisément. Quelle est sa cote d'avenir? Remonte-t-elle ou bien est-ce que là, il vient de
de baisser dans cette... Non, effectivement, elle remonte également, comme celle de Bernard Cazeneuve. Il a été très médiatisé aussi. Il y a aussi cet effet quand même, effectivement, de visibilité médiatique qui, finalement, peut donner envie aussi aux Français de se dire, tiens, oui, pourquoi pas un avenir en politique. Mais sa cote d'avenir est beaucoup plus clivante et beaucoup plus clivée que celle de Bernard Cazeneuve. Comment on calcule une cote d'avenir ? Alors on pose une question très simple. Est-ce que vous voulez, pour chaque personnalité suivante, qu'elle joue un rôle ou pas à l'avenir en France ? Et effectivement, il y a ensuite un classement entre les différentes personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est de suivre cette cote et de voir ces mouvements. Il y a un phénomène intéressant, on l'a vu aussi, c'est la cote d'avenir de Gabriel Attal. Absolument. Donc on vient de faire entrer Gabriel Attal dans la liste des personnalités testées. Jusqu'à présent, il était testé en tant que Premier ministre. Voilà, c'est une entrée fracassante à la première place des personnalités. Il quitte Matignon avec un niveau de confiance à l'égard, effectivement, de son action pour la France extrêmement élevé, son plus haut niveau qu'il n'ait jamais atteint, et un niveau que n'avait jamais atteint non plus ni Elisabeth Borne ni Castex. Petite question d'ailleurs, parce que précisément son action qui est plébiscitée par l'opinion est extrêmement contestée, notamment par Jean-Michel Blanquer, qui vient d'écrire un livre au vitriol, notamment contre Emmanuel Macron, mais également contre Gabriel Attal. Deux questions par rapport à ça. Est-ce que la cote de Jean-Michel Blanquer, où en est la cote de Jean-Michel Blanquer? Et question, est-ce que ce genre de publication peut nuire à Gabriel Attal? Alors, ça reste quand même assez confidentiel, si vous voulez, ce genre de publication. Ce qui plaît véritablement aux Français chez Gabriel Attal, c'est son dynamisme, sa faculté à être compréhensible. Il paraît en tout cas très transparent. Les Français nous disent, il parle comme nous, il parle comme moi, je comprends ce qu'il dit. Contrairement à Emmanuel Macron, très souvent on nous dit, en fait, on ne sait pas où il veut en venir. Et là, même sans être très compliqué, je pense que sur le sujet de la dissolution, les Français n'ont toujours pas compris finalement ce qu'il avait voulu clarifier. Donc effectivement, ce sont des publications qui finalement vont peut-être toucher certaines sphères de la population, mais pas quand on a un phénomène comme ça, effectivement, d'ampleur, comme on l'a pour Gabriel Attal, qui vraiment suit une ascension fulgurante. Alors, question, précisément, est-ce qu'elle a augmenté à la faveur de son départ? Et j'ai peut-être une autre question, est-ce qu'elle va augmenter à la faveur de cette déclaration de Michel Barnier? On écoute. Merci Gabriel pour vos mots qui me touchent et qui m'accompagnent et qui m'encouragent, qui est important compte tenu de ce que vous avez fait depuis plusieurs années au sein du gouvernement et dans les tout derniers mois ici à la tête du gouvernement à l'hôtel Matignon. Compte tenu aussi du rôle que vous jouez désormais, qui est très important, à la tête du deuxième groupe de l'Assemblée nationale, le groupe Ensemble pour la République. Alors question, quand vous avez entendu ça, vous êtes-vous posé une question qu'on s'est posée avec Guillaume Roquette, notamment quand on a vu et commenté ça. Barnier n'est-il pas en train d'adouber Attal comme chef précisément de la majorité présidentielle? En tout cas, il accorde à Gabriel Attal une importance et il accorde également au groupe parlementaire une importance extrêmement décisive, je pense, dans les mois à venir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement comme si on se disait le vrai pouvoir maintenant va être au Parlement et non plus entre les mains du seul président de la République. Je pense ce qui renforce mécaniquement finalement Michel Barnier. Absolument. Absolument. Si tant est qu'il parvient à maîtriser effectivement et à rester suffisamment longtemps. Et puis je pense qu'il y a aussi une forme d'entente cordiale qui signifie aussi
ne m'attaque pas trop. Voilà, restons quand même en bons termes. Essayons de travailler ensemble. Je sais que nous allons devoir travailler ensemble, donc essayons de le faire de la meilleure des façons possibles. Dans le baromètre, il y a bien évidemment un autre grand rival, deux autres grands rivaux pour Gabriel Attal, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Quels sont leurs codes d'avenir ? Alors, Gérald Darmanin, pour la première fois, il passe devant Bruno Le Maire. Ça, c'est assez remarquable. C'est vrai qu'il a été très, très présent ces derniers mois, ces dernières semaines, très présent suite à différents événements. Très présent aussi de façon positive sur l'organisation, malgré tout, de la sécurité des JO. Et ça, quand on interroge les Français, effectivement, ils considèrent que c'est une vraie réussite. Ils s'attendaient tous à une catastrophe sécuritaire, un attentat. Il ne s'est absolument rien passé. Et donc, quelque part, ça à mettre aussi finalement au bilan de Gérald Darmanin. Et juste derrière, il y a Bruno Le Maire qui perd un petit peu dans l'opinion, qui est un peu quand même en ce moment celui qui annonce les mauvaises nouvelles, celui qui annonce que le déficit va être plus important, que les économies doivent être plus importantes, etc. Donc effectivement, pas vraiment porteur de messages d'espoir dans un contexte où les Français sont extrêmement inquiets justement sur l'augmentation des prix et des biens et des services, voire l'augmentation des impôts. Vous avez quasiment 8 Français sur 10 aujourd'hui qui nous disent « je m'attends à des augmentations d'impôts là dans les prochaines semaines ou des augmentations de prix dans les prochains mois ». Avec cette idée effectivement qu'ils vont devoir faire un effort supplémentaire alors qu'ils ont déjà le sentiment de faire un gros effort. L'autre événement politique de la semaine, c'est l'annonce de la candidature d'Édouard Philippe pour l'élection présidentielle. Avec justement un autre phénomène, c'est celui du baromètre, où on voit qu'il est surclassé maintenant par Gabriel Attal. Absolument, il arrive en deuxième position alors qu'il a pendant très longtemps été en première position. Édouard Philippe, ceci dit, quand on pose la question si Emmanuel Macron devait partir, quel serait le meilleur candidat, quelle serait la personnalité politique qui ferait le meilleur candidat pour être président de la République, Édouard Philippe, à ce moment-là, arrive en premier. Parce qu'il a quand même une stature, une expérience et une image beaucoup plus construite que celle de Gabriel Attal à l'heure actuelle. Gabriel Attal arrive en 4e position, si vous voulez. Vous avez Édouard Philippe, Marine Le Pen et Jordan Bardella, et puis Gabriel Attal. D'ailleurs, qu'on retrouve c'est à peu près la même hiérarchie qu'on retrouve dans le baromètre. Mais c'est vrai que le baromètre a été réalisé avant l'annonce d'Édouard Philippe dans Le Point. On regardera ça justement avec le baromètre d'octobre pour faire la comparaison. Mais ce qui est intéressant quand même dans le baromètre, c'est l'entrée remarquée de Lucie Castet. N'est-elle pas l'autre gagnante de la séquence ? Alors, ma seule crainte, c'est que ce soit un peu éphémère, parce qu'effectivement, elle a été très médiatisée, très visible. Sur le fond, je ne suis pas sûre qu'elle ait installé une image encore très concrète. Elle a été un petit peu projetée comme ça devant les médias, mais je trouve qu'elle n'a pas encore réussi à vraiment installer quelque chose de très fort sur le fond. Vous voyez, on ne connaît pas tellement quand même ses idées, on n'a pas eu vraiment l'esquisse d'un programme. Ne connaît-on pas ses idées ou n'a-t-elle pas convaincu par ce qu'elle voulait faire ? En tout cas, ça n'a pas imprimé dans l'opinion. C'est surtout ça. Donc, effectivement, à nouveau, c'est un des sujets qu'il va falloir suivre. Ceci dit, peut-être qu'elle va finalement repartir dans l'eau aussi vite qu'elle est arrivée. Quelle est la cote d'avenir, de façon générale, des personnalités de gauche ? Alors, elle n'est pas en très bonne forme, la cote d'avenir des personnalités de gauche. C'est intéressant parce que, potentiellement, quand on regarde leur score, ils ont un avenir. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un soutien dans l'opinion, il y a eu un vote, il y a une force, etc. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a finalement moins de Français qui sont favorables à leur voir un rôle politique, à leur vouloir voir jouer un rôle politique. En tout cas, les Français aujourd'hui, ils ont du mal à être convaincus par les personnalités de gauche. La première personnalité de gauche qui émerge, c'est Raphaël Glucksmann. Finalement, véritablement, je vais dire en dehors de Bernard Cazeneuve, parce que je pense qu'il y a aussi un effet là vraiment temporel. Voilà. Lui, il a énormément progressé depuis les élections européennes. Il a proposé quelque chose de très concret lors de ces élections et il reste dans le baromètre très haut.
assez haut, même s'il a un petit peu baissé par rapport au mois de juillet. Mais par exemple, vous avez François Ruffin qui perd plusieurs points, qui arrive à 22% de cote d'Avenir. Vous avez également Olivier Faure qui perd des points, qui arrive à 18%. François Hollande, 18% aussi. Vous voyez, c'est en dessous. Pardon, oui, pardonnez-moi. C'est en dessous des personnalités de droite. C'est en dessous de la plupart des personnalités de droite qui sont quand même plus médiatisées aussi, il faut dire, à l'heure actuelle. Alors, précisément, n'est-ce pas aussi la traduction d'un phénomène chez une partie de l'opinion qui a peut-être une envie de gauche, mais qui ne se reconnaît pas dans les personnalités qui l'incarnent? Oui, je pense que la gauche, effectivement, vous avez raison. Quand on regarde d'ailleurs la sympathie politique, est-ce que vous êtes plutôt sympathisant de gauche ou de droite? Les sympathisants de gauche ne se sont pas écroulés. Le nombre de sympathisants de gauche ne s'est pas effondré. Donc effectivement, il y a encore je dirais un désir de gauche, mais aussi un désir de droite. Souvent, on pense que le nombre de sympathisants de droite a augmenté il est assez stable quand même, malgré tout. Il y a une dimension aussi, je pense, très personnelle autour de Jean-Luc Mélenchon, qui lui atteint son record plancher dans notre baromètre. Il est aujourd'hui à 13% de cote de confiance. Depuis l'élection présidentielle de 2022, il n'a fait que chuter, et la chute est assez vertigineuse. Il y a une vraie crispation sur son image. Mais c'est tout le paradoxe de la cote d'avenir, parce que on a vu ça longtemps chez Jean-Marie Le Pen, qui était le bon dernier, et pourtant ça n'a pas empêché le Front National et le Rassemblement National finalement d'augmenter. Une toute dernière question. Donc on a vu que la cote d'avenir de Jordan Bardella et de Marine Le Pen restait intacte. Et puis il y a un phénomène étonnant, et on se terminerait avec ça, c'est le maintien de la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Absolument. C'est très remarquable. 25% de cote de confiance stable par rapport stable par rapport au mois dernier. On a quand même 70% de cote de défiance. C'est-à-dire 70% des Français qui nous disent « je n'ai pas confiance en Emmanuel Macron ». Donc on est vraiment sur le socle dur là, de soutien d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'a marqué dans cette vague du baromètre, c'est malgré tout le décrochage des plus âgés. Les 65 ans et plus, depuis sa nomination, étaient vraiment très en soutien. Et là, depuis quelques mois, on voit finalement qu'il commence à baisser. En 2017... chez les plus de 65 ans, il était à 69% de taux de confiance. Il est aujourd'hui à 23%. Il a perdu 46 points chez cette population-là. Donc, on peut se dire qu'effectivement, si cette cote de confiance continue à s'éroder, c'est parce que aussi, finalement, ces plus forts soutiens, les seniors, commencent à finalement se poser des questions et puis quitter le navire, quelque part. Merci beaucoup. On continuera justement de suivre ça. C'est un phénomène très intéressant. Merci beaucoup, Laure. Les chiffres et le baromètre du Figaro Magazine, du baromètre Verian pour le Figaro Magazine, sont à retrouver sur le site du Figaro et bien sûr dans le nouveau numéro du Figaro Magazine. Magnifique couverture consacrée à Pierre Ninet et au film événement Le Comte de Monte Cristo, à voir au cinéma après avoir lu le livre. En tout cas, c'est notre point de vue. On va revenir sur une autre situation politique, une autre élection d'ailleurs. C'est en Algérie avec un favori, le président sortant, aux plus grandes dames d'ailleurs de ses détracteurs et bien évidemment de ses opposants, notamment Youssef Aouchiche. Les conditions ne sont pas réunies pour une élection libre et transparente. la décision après une analyse approfondie nous fait bellir la démission est plus grave que la défiance. La démission. Bonjour Xavier Drancourt. Bonjour. Précisément, quand on entend ces candidats justement répondre à ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de voir, il explique à ses partisans pourquoi il ne se retire pas et il concourt. Mais est-ce que, finalement, la question ne se pose pas, mais pourquoi les opposants continuent de se présenter alors qu'ils savent qu'ils seront battus? Oui, ils le savent, mais pour l'élection présidentielle algérienne, comme pour toutes les élections présidentielles algériennes depuis 62, en gros, il y a deux conditions et un paramètre. Deux conditions. La première, c'est d'être
adoubé, choisi, plébiscité par l'armée qui fait le choix du candidat. Bouteflika, avant lui Zeroual, Chadli avaient été choisis par l'armée. Donc c'est la première. Après Boumedienne, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, Boumedienne était le premier président militaire. Boumedienne était le premier militaire. Ouais. Et l'armée est toujours allée chercher Chadli, qui était le général le plus ancien dans le grade le plus élevé, puis Boudiaf, après, qui a été assassiné, puis Zeroual, puis Bouteflika. C'est toujours l'armée qui a fait les présidents de la République. C'est la première condition. La deuxième, c'est justement, on en revient à la présentation précédente, c'est-à-dire qu'il faut donner une apparence de démocratie et donc avoir des candidats qui sont un peu des plantes vertes, des pots de fleurs ou des figurants pour donner une apparence de démocratie, parce que sans cela, l'ONU, les ONG, l'Union européenne, le Parlement européen, etc., critiqueraient l'absence de démocratie dans l'élection algérienne. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux candidats, un socialiste, un islamiste, qui sont ce qu'on appelle en Algérie des lièvres ou des faire-valoir, qui sont là, qui savent parfaitement qu'ils ne servent à rien, mais ils sont là, ça leur donne une petite audience, comme chez nous pour des élections européennes ou autres. Il y a des candidats qui se présentent en sachant qu'ils n'auront aucune chance, mais voilà, ils font partie du décor. Et enfin, il y a deux conditions, et je dirais il y a un seul paramètre qui est important, c'est le taux de participation. Et samedi, il n'y aura aucun suspense à une éventuelle soirée électorale en Algérie. Tebboune sera réélu, mais ce qui est important, c'est le taux de participation. C'est le seul moyen pour la population de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer, de faire valoir son mécontentement. Mais qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui la population, finalement, de déjouer le scénario attendu d'avance, de voter précisément pour un opposant ? Non, c'est impossible. Pourquoi ? C'est impossible parce que l'élection est quasiment faite par avance. Le président de la République, donc, qui se représente, il a nommé comme directeur de campagne son ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même une drôle de confusion des genres. On a arrosé pas mal avec des fonds publics. Dans les campagnes votent toujours pour le candidat du pouvoir. Il n'y a que les villes, la Kabylie, le nord de l'Algérie, qui ne votera pas en réalité. Non, il n'y a pas besoin de bourrer les urnes. Il n'y a plus besoin, non. Quel est le bilan, justement, d'Abdelmadjid Tebboune ? C'est une grande interrogation, et c'est pour ça que le taux de participation, encore une fois, sera important. Peut-être on précise, Xavier Driancourt, que la précédente élection, qui a vu l'élection justement d'Abdelmadjid Tebboune, c'était fait dans le contexte d'un mouvement de défiance par rapport au pouvoir, le Irak, avec un taux de participation qui, à l'époque, avait été extrêmement faible. Extrêmement faible. Et je pense que là, ce sera la même chose. Et dans certaines régions, comme la Kabylie, il avait atteint 2% dans certains bureaux de vote. Donc 2% de participation. Quand vous voyez personne dans un bureau de vote, ça finit par se voir. Mais donc, je reviens à votre question. Là. La situation interne économique n'est pas brillante. Le pays, politiquement, est quand même... Il y a une répression extrêmement forte en Algérie en ce moment. Tous vos confrères journalistes algériens sont ou en prison ou alors rédigent sous la dictée des officines de l'armée algérienne. Il y a une répression très très forte, même vis-à-vis de la population. Les gens qui mettent des posts sur Facebook ou sur Twitter, la police vient les chercher et puis on les emmène en prison après un jugement rapide. Donc la situation politique est vraiment pas brillante. Il y a beaucoup de haragas, qu'on appelle, les gens qui veulent traverser la Méditerranée via l'Italie ou via l'Espagne. Et puis aussi, sur le plan international, sur le plan diplomatique, l'Algérie a accumulé une série d'échecs. L'Algérie a été refoulée des BRICS, où elle avait présenté sa candidature, malgré le soutien de Poutine. Avec le Maroc, les relations sont rompues. Au Mali, c'est la même chose. À l'est, il y a la Libye et le général Haftar qui descend vers le sud algérien. Et puis aujourd'hui, avec la France, une nouvelle crise. Donc le bilan du gouvernement de Tebboune n'est pas particulièrement brillant.
Où en sont les islamistes ? Ils sont toujours présents dans le paysage. Bouteflika les avait fait revenir dans le jeu politique. Ils contrôlent les mosquées, ils contrôlent le commerce informel. Et puis aujourd'hui, surtout, ce qui est très ennuyeux, très inquiétant, c'est une espèce d'alliance tacite, implicite entre les islamistes et l'armée, qui ont le même agenda. Pourquoi ? C'est-à-dire... Il y a une islamisation de l'armée ? Il y a une islamisation de l'armée, et puis ils ont le même agenda, c'est-à-dire éliminer l'influence de la France au profit d'un monde islamique pour les islamistes, au profit d'un monde islamique également pour les militaires, et au profit de l'anglais. Et toutes les mesures récentes qui ont été prises, l'élimination du français dans l'enseignement, la fermeture des écoles privées, la fermeture des églises en Kabylie, etc., tout ça va dans le même sens. Donc les islamistes sont très présents dans le paysage politique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un islamiste qui se présente aussi aux élections. Le tropisme, précisément pour l'anglais, est-il la traduction d'un rapprochement avec les États-Unis ? Pas forcément, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne, les anglo-saxons, comme disait le général de Gaulle, ne sont pas mécontents de voir que l'anglais progresse et qu'on met devant le président Macron quand il est à Alger. Ils n'ont jamais été très coopératifs de façon générale pour l'influence de la France en Algérie. Exactement. On peut dire ça comme ça. Et les Algériens, ou en tout cas les décideurs algériens, peuvent dire, c'est au nom de la modernité, l'anglais, c'est la langue de l'avenir, de l'Internet, etc. La Russie revient en force à Alger. Elle a toujours été présente en Algérie, mais en ce moment, il y a quand même quelques signes, aussi bien au Mali qu'avec les BRICS dont on parlait, qui montrent que les relations ne sont pas forcément au beau fixe. Mais elle est très présente, très influente, oui. Que reste-t-il donc d'un mouvement dont on a parlé tout à l'heure, qui était le Irak ? Rien. Il a été enterré, muselé, et je crois qu'il n'a pour l'instant aucun avenir tant que l'armée est en place. Et si vous voulez, il faut bien réaliser qu'en Algérie, l'armée qui a vaincu le colonisateur français en 62, l'ALN, l'Armée nationale de libération, elle se considère encore aujourd'hui comme propriétaire du pays. Et les Algériens ne sont que les locataires ou les usufruitiers, je dirais. Et donc, voilà, c'est un résumé brutal de la situation. Mais un locataire, on peut avoir tous les droits sur lui. Les relations avec la France sont devenues exécrables. Est-on parvenu au pire état des relations entre les deux pays ? Non. On a connu pire. Il y a toujours des crises, des hauts et des bas. Là, il y a une énième crise. C'est la 4e depuis le 2017. L'ambassadeur d'Algérie, c'est la 4e fois qu'il est rappelé en Algérie. Là, la crise, elle est due à la... Ça vous était arrivé quand vous étiez en poste ? Non. L'ambassadeur actuel, ça fait la 4e fois qu'il est rappelé en Algérie. Cette crise, elle est due à la reconnaissance du Sahara occidental par la France. Donc, ce territoire qui est au sud du Maroc, que le Maroc revendique, dont le Maroc 75, revendique la souveraineté, oui. Et territoire qui, avec le soutien de l'Algérie, veut son indépendance. Il y a les Sahraouis, ou une partie des Sahraouis, oui, soutenus par l'Algérie, dont certains sont réfugiés sur le territoire algérien, à Tindouf, ce qui fait dire à l'Algérie que c'est un problème équivalent à celui de la Palestine, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Une partie, effectivement, de la population sahraoui veut une république sahraoui indépendante et soutenue par l'Algérie. Quel est l'impact d'ailleurs de cette question dans la campagne et plus exactement, est-ce que l'opinion algérienne attache autant d'importance à cette question que n'en attache le pouvoir algérien ? Non.
Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un en Algérie me parler du dossier du Sahara, du dossier sahraoui. On conteste évidemment l'appartenance au Maroc de cette partie du Sahara au nom de la doctrine de l'intangibilité des frontières en Afrique, des frontières issues de la décolonisation. Mais c'est un problème. C'est pas l'Alsace-Lorraine de l'Algérie, c'est un problème qui concerne les militaires, qui y trouvent aussi un certain nombre d'intérêts, je pense. Donc voilà, c'est pas un sujet d'intérêt national. Mais là, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec le Maroc, ça va sans doute revenir un peu dans le débat, mais franchement, c'est pas un sujet. Qu'allez-vous d'abord guetter dans les prochains jours? J'ai peut-être une question préalable. Pour la question d'immigration, aujourd'hui, les autorités algériennes continuent-elles ou ont-elles l'intention de coopérer avec la France, puisque quand même l'Algérie et les Algériens sont le premier peuple d'immigration en France aujourd'hui? Non, elles n'ont pas l'intention de coopérer avec la France, mais elles n'avaient déjà pas l'intention de coopérer avec la France. Notamment sur le cas des OQTF. Distribution des laissez-passer consulaires pour la mise en œuvre des OQTF. Et le taux, je ne sais pas quel est le taux officiel aujourd'hui, il faudrait poser la question à M. Darmanin. Je ne sais pas quel est le taux officiel de réalisation des OQTF algériennes, mais il n'a jamais été très élevé. Il était à 7% à un moment, on est peut-être passé dans les derniers mois à 20%, mais vous voyez, 20%, ça laisse 80% de gens en situation irrégulière. Vous avez écrit une note très intéressante d'ailleurs sur la question pour la Fondapol, on le rappelle. Quels peuvent être justement les leviers de la France pour pouvoir faire évoluer cette situation? Il y a cet accord de 1968, mais si on voulait toucher au cœur du système, il y a un dossier qui est un échange de lettres Kouchner-Medelsi qui date de 2007 et qui exempte de visa tous les détenteurs algériens de passeports diplomatiques. Or, vous pouvez penser qu'en Algérie, les passeports diplomatiques sont diffusés très largement à toute la nomenclature algérienne. Les diplomates, mais aussi les militaires, les politiques, leurs familles, ils ont des passeports diplomatiques à vie, alors que du côté français, c'est quand même très limité. Moi, en quittant Alger, j'ai rendu mon passeport diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Et donc, tous ces gens de la nomenclature algérienne viennent et peuvent venir en France sans visa pour faire leurs affaires financières, se faire soigner, etc. Et si on voulait envoyer en tout cas un signal au système algérien, on commencerait par dénoncer cet accord. C'est un simple échange de lettres. Donc le ministre des Affaires étrangères nommé par M. Barnier peut le faire sans même l'autorisation du président de la République. C'est un échange de lettres et ce n'est pas un accord international. Donc ce serait un signal très fort. Ça priverait du droit de venir en France beaucoup de généraux et d'officiels algériens. Il y a d'autres leviers ? Oui, il y a d'autres leviers. Les circuits financiers, le change algérien avec un dinar inconvertible, donc les circuits de financement, les biens immobiliers, les accords de sécurité sociale. Bon, l'accord de 68 sur l'immigration, il y a beaucoup de dossiers, oui. Qu'allez-vous guetter dans les prochains jours, d'abord en Algérie ? Rien, parce que demain, donc, Monsieur Tebboune sera réélu, et puis après, les choses repartent comme avant. Je pense que ce qui sera important, c'est pas dans les prochaines semaines, c'est dans les prochains mois. À mon avis, les Algériens vont essayer de se positionner vis-à-vis du prochain candidat aux élections présidentielles en France pour essayer de faire valoir un certain nombre d'arguments. Ce qui sera important de surveiller en revanche, c'est la mosquée de Paris, les consulats algériens, tous les groupes algériens en France, et notamment la mosquée de Paris, qui est la véritable ambassade de l'Algérie en France. Sur quelle base, ce sera ma dernière question, Xavier Driancourt, la France pourrait fonder des relations stables, durables et saines avec l'Algérie ? J'ai toujours dit et écrit qu'il faut établir un rapport de force. La réciprocité, c'est le seul mot que la diplomatie algérienne comprend et accepte. Donc il faut établir de la réciprocité. Merci beaucoup Xavier Driancourt. Je signale, et je rappelle votre note qu'on peut retrouver
retrouver sur le site de la Fondapol sur les fameux accords de 1967. 68. Et 1968. Voilà. J'avais une hésitation. Vous venez de clarifier donc les accords de 1968 entre la France et l'Algérie et tout le travail et puis tout ce que vous avez écrit justement sur la question. Merci beaucoup Xavier Driancourt d'être venu dans les studios du Figaro. On va revenir sur la nomination puisque vous avez parlé de Michel Barnier et ses conséquences à droite avec notamment William T, fondateur de la Fondation du Millénaire qui travaille à la reconstitution d'un vrai projet à droite. Mais on va faire un tour au Club France, alors que s'achève la séquence olympique et paralympique. Vincent Roseron a suivi justement les deux séquences. Bonjour Vincent, est-ce que justement les Français pendant les Jeux paralympiques ont fait aussi bien que les 64 médailles recueillies pendant les JO ? Ils y sont presque, puisqu'ils sont actuellement à 62 médailles, mais eux, ils avaient un objectif de 80 médailles. Rendez-vous compte, cet objectif, 80 médailles, c'est 32 plus, donc 18 médailles d'or, 22 médailles d'argent, 22 médailles de bronze. Et au niveau du classement, l'objectif, c'est aussi d'être dans le top 8 mondial. Là aussi, à Tokyo, on était 14e. Et ce top 8, on est assez bien parti pour l'obtenir, puisque nous sommes actuellement 5e. Il reste encore 2 jours et demi de compétition, je vous le rappelle. Mais nous sommes actuellement 5e, derrière la Chine, qui est indétrônable, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas. Et le 8e, c'est le Brésil. Et on a 3 médailles d'or d'avance sur le Brésil. Donc ça pourrait rester, ça pourrait tenir pour nos Français et obtenir finalement cette place qu'on espère qu'ils auront dans les 8 premiers, à la fin de ces Jeux paralympiques. Alors, je vais vous laisser remettre votre oreillette. Donc, on va suivre ça parce qu'il nous reste, à l'heure où on se parle, il nous reste encore 1 jour et demi avant la fin de ces Jeux paralympiques. Et question d'ailleurs sur cette fin de Jeux paralympiques. Que sait-on de la cérémonie de clôture de ce dimanche ? Oui, alors cette cérémonie de clôture, elle aura lieu au Stade de France, comme c'était le cas aussi pour les Jeux Olympiques. Cette cérémonie de clôture, elle démarrera à 20h30. Alors, on dit que c'est au Stade de France, mais on imagine un début qui risque de se dérouler aux alentours du Jardin des Tuileries, puisque c'est là qu'est la flamme qui a dû utiliser pour les Jeux Olympiques et les Jeux paralympiques. Et cette cérémonie de clôture, ce qu'on sait, en tout cas, c'est que ce sera une grande fête forcément pour cette fin de paralympique, et aussi une grande fête de l'électronique, de la musique électronique française qui représentera toutes les époques. C'est Jean-Michel Jarre lui-même qui sera aux manettes pour lancer cette cérémonie. Ce sera lui d'abord, puis ensuite il y aura 24 autres artistes qui vont être présents, Étienne de Crécy, Cassius, Kavinsky qui avait déjà été là lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, et il y aura la question aussi de savoir qui va porter le drapeau lors de cette fameuse cérémonie de clôture. Et bien ça, on le saura dimanche matin lors de la conférence de presse habituelle de l'équipe de France. Conférence de presse qui sera à suivre sur le site du Figaro d'ailleurs. Merci beaucoup Vincent, et on va continuer à suivre ça. Et puis de toute façon les Jeux s'arrêtent ce dimanche, mais pas complètement, parce qu'il y a encore la grande parade sur les Champs-Élysées le 14 septembre prochain, et là aussi ce sera à vivre en direct sur le site du Figaro. Merci Vincent, on vous retrouve lundi sur le site du Figaro avec le retour de la question du jour. Bonjour William T. Bonjour Vincent. Alors vous voyez, c'est très intéressant, on a Jean-Michel Jarre et Michel Barnier. Bienvenue dans les années 80. Merci. Je voudrais justement revenir avec vous précisément sur cette nomination de Michel Barnier, et notamment vous faire écouter justement quelques extraits de sa déclaration, en particulier ces 2 extraits. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics, et l'école restera bien la priorité du gouvernement. L'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Je pense évidemment au travail et au niveau de vie des Français.
Qu'est-ce qu'on attend d'un Premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité. Même si cette vérité est difficile. La vérité, d'abord sur la dette financière et sur la dette écologique, qui pèse aujourd'hui lourdement déjà sur les épaules de nos enfants. Bonjour William T. Êtes-vous rassuré par les premières déclarations de Michel Barnier ? Michel Barnier a plusieurs avantages, je trouve, en termes de profil et en termes de contenu de ce qu'il a énoncé. C'est qu'il montre très clairement qu'il essaye de vouloir reprendre, non pas uniquement son programme qu'il avait énoncé lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle à travers la primaire de LR, mais un ensemble de mesures qui correspondent aux préoccupations des différents partis qui ont été représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Quand il parle de dette écologique, je pense qu'il s'adresse à une partie du nouveau Front populaire. Quand il parle de l'éducation, il parle notamment au président du groupe de Renaissance, qui était son prédécesseur, Gabriel Attal. Lorsqu'il parle de travail, il parle un peu de Laurent Wauquiez. Lorsqu'il parle d'immigration, il essaie de répondre aux préoccupations des électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc il montre très clairement qu'il a été choisi pour un profil. Si par cas on fait une comparaison avec notre voisin, il est un peu le Mario Draghi français, pour résumer. Et il est là uniquement, non pas... Moins techno quand même que... Moins techno parce qu'il a un parcours plus militant et on reviendra dessus, un parcours plus local, etc. Mais il apparaît un peu dans ce même profil, donc quelqu'un qui vient plutôt d'en haut, qui apporte une compétence et qui apporte une culture de compromis qui correspond davantage aux institutions européennes que ce qu'on connaît en France, où on est dans une logique de rapport de force, où c'est un parti, lorsqu'il gagne, qui impose ses idées sur l'autre. Justement, un profil à la Mario Draghi, ça vous rassure, vous, aux millénaires ? Ça dépend des enjeux et des idées. Je pense que sur un point précis, il va y répondre, notamment avec les échéances, c'est la question du budget, la question de la dette financière. Parce qu'en fait, c'est la principale préoccupation du président de la République et ce qui a éliminé notamment d'autres candidats apparemment, selon par exemple votre service politique, comme Cazeneuve ou par exemple Xavier Bertrand. Le sujet, c'est comment on fait pour faire passer un budget, pour éviter ce qu'on appelle un non-vote du budget et surtout de passer ce qu'on appelle la procédure de déficit dite excessive. Dans l'hypothèse où le budget ne serait pas voté, où le gouvernement tomberait, on risquerait de faire envoler les taux d'intérêt et donc de faire exploser ce qu'on appelle la charge de la dette. Si par cas la charge de la dette explose, elle passe de 40 à 80 milliards, il faut trouver désormais 40 milliards d'euros. Il faut quand même rappeler que le coût de la réforme des retraites, donc qui nous a coûté quelques mois de pagaille, rapporte uniquement 12 milliards d'euros. Donc il faut faire 4 réformes des retraites pour sauver une éventuelle impasse budgétaire. Donc sur ce point-là, c'est pour ça que moi je mets la comparaison, Barnier correspond beaucoup à Draghi, parce que Draghi était venu dans un contexte financier difficile en Italie, lorsque l'Italie ne pouvait pas faire face à ses obligations et avait appelé à l'aide l'Union européenne pour remplir son budget. L'absence de volonté de voter une motion de censure de la part du RN vous rassure ? Je trouve que le RN, hormis sur le cas personnel de Xavier Bertrand, montre qu'il poursuit la stratégie de normalisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de dire on pouvait s'attendre à ce qu'ils pouvaient faire avant, donc c'est-à-dire s'opposer systématiquement. En plus, le profil de Barnier, plutôt européen, plutôt libéral, est un peu aux antipodes de ce qu'incarne Marine Le Pen, et même Xavier Bertrand serait plus proche de Marine Le Pen. Mais elle a dit, pour une volonté de normalisation, on votera la censure en fonction du discours de politique générale. D'où le fait que, pour vous répondre sur Michel Barnier, Barnier répondant à une partie des préoccupations, notamment posées par Marine Le Pen, qui est celle d'écouter et de respecter les électeurs du Rassemblement national et de ses représentants, et éventuellement de répondre à certaines de ses préoccupations, pouvoir d'achat, inflation, maîtrise des flux migratoires, peut-être que le RN ne censurera pas jusqu'au prochain budget. Si vous étiez au cabinet du nouveau Premier ministre, que lui conseilleriez-vous ? Ah là, c'est compliqué. Je pense qu'il y a deux visions à avoir. Soit il essaie de former un gouvernement d'union nationale, soit à travers un soutien sans participation des différents groupes, soit avec participation, donc en faisant rentrer des gens dans son gouvernement. Comme jusqu'où, l'union nationale ? Une partie des socialistes, une partie de LR, et implicitement les droites ciotistes ou RN compatibles, je pense. Le sujet, la majorité électorale, la majorité de Barnier est plutôt là-dessus, parce que ce qu'il faudrait, c'est un peu s'inspirer comme ce qu'a fait le général de Gaulle après 1945, donc faire un programme type reconstruction Conseil de la Résistance, et se dire, voilà, on se met d'accord sur 4-5 priorités, sécurité, police, justice, éducation, économie, etc. Et on se met d'accord non pas sur le fait qu'on est alliés électoraux, parce qu'ils ne le seront jamais, mais ils peuvent mettre d'accord sur un programme, notamment pour le retranscrire dans le cadre du budget 2025. Ça, c'est la première possibilité. Si par cas, cette possibilité est vraisemblablement morte au regard de la position
des socialistes et de la position du Rassemblement national, je pense qu'il faut mettre en place une sorte de gouvernement technique, donc avec des personnes capables de charger d'exécuter les aspirations profondes des Français, donc celles que je viens de vous indiquer, celles qui correspondent au crash financier, avec quand même des indicateurs dans le rouge, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a fait exploser la dette, donc c'est-à-dire qu'en 7 ans, il a fait 1000 milliards de dettes, à la différence d'autres présidents qui ont fait 2000 milliards en 50 ans, c'est quand même assez important. Les problématiques d'éducation, comme rappelé par Gabriel Attal, et les problématiques notamment de maîtrise des flux migratoires, parce que la dernière loi Asile-Immigration avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Que doit faire la droite ? Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans la mesure où on fait une comparaison avec l'Italie, il faut quand même rappeler que la personne qui a gagné après, c'est celle qui n'a pas participé au gouvernement. Et à l'époque, la Lega de Matteo Salvini avait participé au gouvernement et s'était craché électoralement. Juste avant qu'il rentre au gouvernement, il était crédité 30 à 35% d'intention de vote et il a fini à 7-8%. Donc, normalement, et Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau n'auraient aucun intérêt à participer. Par contre, ce qu'ils indiquent, et je pense que ce qu'ils font actuellement, c'est dire qu'ils ne veulent pas participer à un gouvernement, mais ils veulent influencer sur les idées. Et je pense que leur objectif, et leur intérêt plutôt, c'est de dire, nous, on a été élus pour porter des idées, pour porter des valeurs, mais on n'est pas là pour notre carrière personnelle, on n'est pas là pour des postes, on est là pour faire avancer des idées. Donc, pacte législatif par exemple, vous faites avancer... Ils vont avoir du mal à le convaincre, hein. Sur le fait qu'ils ne sont pas là pour leur carrière personnelle. Hein. Non, mais de toute façon, vous avez interrogé quelqu'un tout à l'heure sur la cote de popularité des personnalités politiques. Toute la classe politique est éclaboussée depuis la dissolution. Toute la classe politique, si vous interrogez les Français, disent qu'ils sont davantage là pour leur intérêt personnel que pour l'intérêt du pays. Et je pense que c'est là le sujet. Par exemple, ce que vous me demandiez, c'est ce que avait besoin Barnier, ce qu'avait besoin la droite, ce qu'avait besoin le RN, ce qu'avait besoin Gabriel Attal. Ils ont tous besoin de montrer, dans l'hypothèse d'élections anticipées dans un an, en septembre 2025, qui sont là parce qu'ils peuvent agir, concrètement auprès des Français, et c'est ce qu'il a dit lors de son discours de passation, il n'est pas là uniquement pour parler, mais il est là pour agir, donc concrètement, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? Et deux, montrer que vous avez de l'influence, c'est-à-dire que voter pour un député RN permet d'avoir tel truc, pour voter pour un député de droite permet d'avoir telle chose, voter pour un député Renaissance permet d'avoir telle chose, et voter pour un député NFP permet d'avoir telle chose. Si par cas vous montrez que vous êtes capable d'influencer l'agenda législatif et donc d'avoir des victoires, je pense que les électeurs vous écouteront davantage. Oui, ça c'est une question parce que on se pose quand même la question de savoir si Laurent Wauquiez, et en particulier, mais Bruno Retailleau aussi, ils ne sont pas aujourd'hui prisonniers d'Emmanuel Macron. Le sujet qu'ils ont sur Emmanuel Macron, je pense, est... À partir du moment où ils ont refusé de faire ce qu'a fait Ciotti. Hein. Oui, bien sûr. En fait, ils ont un sujet, c'est qu'eux représentent une droite dite indépendante. Et il reste toujours des électeurs qui votent pour ça. Dire que malgré toutes les turpitudes, malgré Ciotti, malgré le nombre de ralliements successifs envers Emmanuel Macron, il y a toujours 10 à 12% des Français qui votent pour cette force politique. Donc, qui sont attachés au fait qu'ils soient alliés ni à Macron, ni à Marine Le Pen. Ça vous permet d'avoir une base, donc sur un programme précis, davantage de sécurité, davantage de maîtrise des flux migratoires, davantage de régulation des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. Ça, c'est à peu près leur programme. Maintenant, le problème qu'ils ont, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont piocher des électeurs supplémentaires. Et donc de savoir qui est le plus faible. À l'heure actuelle, au vu des indications, Emmanuel Macron est plus facilement prenable que Marine Le Pen. Donc ils ont plutôt intérêt à aller chercher les électeurs de ce côté-là, plutôt que de l'autre côté. Donc aller plutôt vers le centre. Voilà. Mais la différence, c'est qu'une fois qu'ils vont se compromettre avec Emmanuel Macron, ils vont perdre les 12% qui les soutiennent. Donc l'objectif, c'est de savoir comment récupérer les électeurs de Macron, donc comment faire venir Macron vers eux, plutôt que d'aller vers Emmanuel Macron. Comment récupérer une partie de leur ancien électorat. Et je pense que donc du coup le sujet, pour vous répondre, c'est non pas se dissoudre dans le macronisme, donc entrer chez Macron pour appliquer les idées de Macron, c'est plutôt obliger Macron à appliquer les idées de Wauquiez et de Retailleau. Quels sont les dossiers sur lesquels la droite doit travailler ? Je pense que si je dois en mettre 2, allez, on va en mettre 3, dette financière, faire en sorte que le pays ne se retrouve pas comme l'Italie et comme la Grèce, parce que ce serait une paupérisation qui serait très forte et un déclassement des classes moyennes et des classes populaires. Deuxième sujet, montrer qu'ils sont capables d'agir enfin sur l'action publique de l'État. On parle depuis des années qu'il faut baisser les impôts et baisser les prélèvements obligatoires, mais si les autres pays ont réussi à le faire, la France dépasse tous les records du monde en termes de dépenses publiques par habitant et dépenses publiques par rapport au PIB et prélèvements obligatoires par rapport au PIB et même les dépenses sociales. Troisième sujet, je pense que ça va être le sujet clé, c'est comment faire récupérer éventuellement une partie des électeurs qui sont partis au Rassemblement national, donc montrer concrètement qu'ils sont capables d'agir sur la maîtrise des flux migratoires et sur la protection des frontières. Empêcher les arrivées,
Et surtout, 2, ça va être un indicateur qui va être important pour Barnier s'il arrive à se maintenir dans la durée, le respect et l'obligation d'exécuter les obligations de quitter le territoire. Parce que ce qui est montré notamment, et le vote en faveur de Mélenchon et en faveur de Le Pen le montre, c'est que les partis de gouvernement n'ont pas réussi à combattre ce qu'on appelle l'impuissance publique. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu des alternances successives qui a conduit jusqu'à Emmanuel Macron, et ils ont montré qu'ils n'ont pas été capables de répondre à ces sujets-là. Ils sont capables de reprendre le destin en main, et ben ils sont capables de pouvoir répondre aux Emmanuel Todt, qui était à votre place, disait le fait qu'il n'y ait même pas de Premier ministre, c'est pas si grave, parce que de toute façon, on a perdu notre souveraineté. Ouais. Quels sont les... est-ce que, rapidement, puisqu'il nous reste 2 minutes, êtes-vous favorable à un rapprochement LR Wauquiez et LR Ciotti ? Je pense que ça va être compliqué d'un point de vue tactique, parce que les antagonistes sont très forts, et puis la relation de confiance est brisée. Et on a vu précédemment cette semaine que lorsque la relation de confiance est brisée, ça peut empêcher la nomination de quelqu'un à Matignon, comme le cas de Gaza et Bertrand. L'autre problème aussi, c'est que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts électoraux maintenant. Parce que Ciotti, même si par cas il s'en défend, je pense qu'il est dans un objectif de fortification d'un fief local. Donc il va parler un peu comme, il va devenir un peu, je pense, qu'était le PRG de Jean-Michel Baillet, c'est-à-dire un truc qui est très régional et qui est centré sur la région Occitanie. Et lui, de la même manière, la plupart de ses forces et de ses troupes sont centrées sur le Grand Sud en vue d'une conquête territoriale, donc je pense la mairie de Nice ou la conquête du Conseil régional. Donc les intérêts électoraux n'étant pas les mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils ont intérêt à se rapprocher. Par contre, est-ce qu'ils peuvent rétablir les ponts, notamment lorsqu'ils ont des intérêts communs ? Je pense que le cordon dit sanitaire n'est pas forcément utile. On va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, William T, pour toutes ces précisions. Les travaux du millénaire et vos contributions sont toujours intéressantes et elles sont à retrouver justement sur le site du millénaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Point de Vue, et on se retrouve dès lundi midi sur le Figaro TV, et on sera sur le Figaro TV en direct, bande annonce. C'est la rentrée pour Point de Vue. Retrouvez-nous du lundi au vendredi à 12h en direct sur le Figaro TV. De l'actualité politique nationale, le RN sera aux portes du pouvoir. Ce sont des élites qui essayent d'être populistes. Ce passe comme si nous attendions la grande confrontation. À l'actualité internationale, l'Iran a la capacité de perturber le commerce mondial. On voit bien que la Chine et la France ont des positions réellement diamétralement opposées. L'agro est l'instrument de Poutine. En passant par les questions de société ou de sécurité intérieure. On fait des lois sans regarder la réalité criminelle. Nous sommes dans un pays qui est hyper fracturé. C'est une menace sur la démocratie, c'est une menace sur la République. Le gouvernement, lui, vit une déconnexion complète, sans oublier de nombreux témoignages exclusifs. Il a pris une automobile à 130 km/h dans le dos, il ne pouvait pas s'en sortir. Je croyais plus en hijab et toutes les lois obligatoires contre les femmes. Je pense avoir fait ce que chacun aurait dû ou devrait faire. L'équipe de Point de Vue vous donne rendez-vous à partir de lundi pour une nouvelle saison.